bonsoir. Bienvenue au conseil municipal en ce jeudi 25 avril 2024. Chers élus, je vais passer donc à l'appel. Hanan Mahalem, Laurent Saadi, Nathalie Marchand, Maxime Coupet, Laurence Blanc, Stéphane Bergonnier, Bernard Capu, Bernadette Marc, André Ginoux, Alain Rouliac, Christian Jouve, Marie-Claude Drabec, Jean-Philippe Félighetti, Jean-Pierre Cabaret, Laurent Sénégas, Nicolas Belli, Benoît Albagnac, Emmanuel Carbone, Cédric Paluel, Muriel Philippe, Bekta Bouzid, Nadia Ouldalmer, Isabelle Monteau, Monsieur Julien Lassalle, Maxime Lacoste, Stéphane Filion, Sébastien Brosse, Valérie Beau. Ce soir, le secrétariat de séance sera assuré par Madame la conseillère municipale Muriel Philippe. Chers élus, on a un conseil municipal assez léger, 12 points, avant la fin des vacances et avant les ponts du mois de mai. 12 points dont je souhaiterais vous proposer l'ajout d'un 13e point sur table et je voudrais vous faire voter à main levée. C'est une proposition d'ajout d'un point à l'ordre du jour sur un bail civil entre la Poste et la commune de Saint-Sulpice. Vous avez dû voir qu'il y a des travaux en ce moment, notamment sur le nouveau poste municipal, et l'autorisation dans le cadre de cette convention et ce point rajouté d'utiliser 2 places de parking au sein du parking de la Poste. C'est dans le cadre, comme je le disais, du déménagement de la police municipale, et la commune était en discussion depuis quelques semaines avec la direction immobilière de la Poste, qui a remis un projet de bail juste après la convention affaires générales, qui permet donc le stationnement de 2 véhicules, et je voudrais le passer ce soir. Je vous propose de passer au vote, de nous autoriser à rajouter le point. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc on a unanimité de rajout d'un 13e point qu'on passera sur cette convention, et donc on la passera également au vote. Merci, chers élus. Nous allons passer au vote sur l'approbation du dernier procès verbal pour le conseil municipal qui avait eu lieu le 29 février 2024. Avez-vous des remarques, des observations? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Nous allons passer au point numéro 1 sur la désignation de l'attributaire de la procédure de DSP, appelée Délégation de service public pour la gestion de l'assainissement et des eaux pluviales. En tant que maire de la commune et professionnel de l'eau et de l'assainissement, je suis en situation de conflit d'intérêts pour ce point, et j'ai donc, depuis le départ de cette démarche, signé un arrêté de retrait, une délibération de retrait qui m'a interdit de participer à toutes les réunions, toutes les négociations ou même les rencontres avec ce cadre-là. Donc pour ce soir, je vais devoir quitter le conseil municipal et laisser la présidence pour vos débats jusqu'au vote de ce point, étant en situation de conflit d'intérêts, à Madame la présidente du conseil municipal, donc Madame Hanan Mahalem. Je vous laisse la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, vous l'aurez compris, donc le point cadre de vie qui concerne donc la désignation de l'attributaire de la procédure de délégation de services publics pour la gestion de l'assainissement et des eaux pluviales. Donc un point qui a été présenté en commission municipale urbanisme, cadre de vie, transition énergétique, commerce et artisanat, donc le 10 avril dernier.
et qui a recueilli donc un avis favorable à l'unanimité. Donc pour présenter ce point, je vais peut-être laisser la parole à monsieur Maxime Coupé, donc en binôme peut-être avec monsieur Denis Soliveres, donc du cabinet de crise consultation qui nous a accompagnés sur cette procédure. Maxime. Je vous remercie Madame la Première Adjointe. Par délibération du 3 juillet dernier, vous en rappelez, le Conseil municipal a acté le lancement d'une procédure de DSP, délégation de services publics, portant sur la gestion de l'assainissement collectif et des eaux pluviales, conformément à la procédure éditée par la Commission européenne du 11 novembre 2015 dans le cadre de la passation des marchés publics et concessions assimilées et mise en œuvre en application des dispositions du Code général des collectivités territoriales autorisant les collectivités territoriales à recourir aux délégations de services publics dans le respect des règles de la commande publique. Le 26 septembre dernier, la Commission de délégation de services publics, la CDSP, s'est réunie afin d'analyser les 3 candidatures retenues. Les 3 candidats suivants ont été autorisés à remettre une offre. La société Suez Eau France, la société Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux et le groupe SOR. Le 18 janvier 2024, la CDSP s'est réunie à nouveau pour acter la réception de ces offres et 2 candidats ont remis des plis, la société Suez Eau France et la société Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux. Le candidat dans le groupe SOR n'ayant pas souhaité remettre d'offre. La CDSP a validé la recevabilité des 2 offres et a recommandé donc la commission ad hoc d'audition et de négociation de questionner les 10 candidats sur plusieurs points. Le 12 mars dernier, une première audition technique de négociation s'est tenue pour les 2 candidats qui ont pu donc remettre une 2e version de leur offre en fonction des remarques émises sur recommandation de la CDSP. Des précisions complémentaires donc ont été formulées par écrit aux 2 candidats. Le 27 mars suivant, donc 15 jours plus tard, une 2e audition technique et de négociation s'est tenue pour les 2 candidats afin qu'ils présentent leur 3e et ultime version de leur offre. Le lendemain, le 28 mars, la commission ad hoc a rendu compte à monsieur le maire des auditions et de ses recommandations sur l'offre considérée la plus avantageuse au vu des critères de sélection. Ainsi, la commission ad hoc d'audition et de négociation propose de retenir la société Suez Eau France comme délégataire pour le service de gestion des eaux usées et eaux pluviales, suivant le résumé du contrat présenté en annexe. Le choix donc s'est porté sur la société qu'elle a jugée la plus à même d'apporter des garanties techniques et financières permettant d'assurer la qualité et la continuité du service. Les raisons de ce choix étant exposées dans le rapport 6 juin. Le contrat aura une durée de 19 ans et prendra effet le 1er juillet prochain. Je vais me permettre donc de vous présenter en substance un résumé donc, de la procédure que je vous ai déjà décrit. Tout d'abord en synthèse donc, du projet de contrat. Donc, si vous pouvez défiler, Monsieur Berlureau, voilà, merci. L'objet de la consultation, c'était la mise en concurrence après appel à candidature en vue d'une DSP pour la gestion du réseau d'assainissement collectif et du réseau urbain des eaux pluviales de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe. Donc, le choix de ce mode de gestion, vous vous en souvenez, a eu lieu le 3 juillet dernier. La phase de la procédure, donc la première phase, appel à candidature et choix des candidats appelés à déposer. Vous vous en rappelez, c'était au mois de septembre. Deuxième phase, donc avec les auditions courant mars 2024. Et la 3e phase, avec l'arrêt de la négociation et la mise au point du contrat avec le candidat retenu. La 4e phase étant la présentation de ce jour du projet de contrat au conseil municipal pour autoriser la signature de la DSP et sa prise d'effet au 1er juillet 2024. L'avis de la commission d'audition et de négociation a été donc de mettre fin à la procédure de négociation à compter du 29 mars 2024 et de le notifier aux candidats, ce qui a été fait, de retenir comme lauréat au terme des auditions du 12 et du 27 mars le groupe Suez, notification aux candidats, ce qui a été fait, et d'autoriser le cabinet des crises consultants, notre AMO, à mettre au point avec le groupe Suez le projet de contrat de concession à soumettre à l'approbation du conseil municipal qui vous a été transmis il y a 15 jours et qui est présent dans les pièces annexes du conseil municipal. En synthèse du projet de contrat de concession, car oui, il vaut mieux parler de synthèse, les dispositions générales, donc la compréhension du groupe Suez de la nature des services délégués assainissement collectif et eaux pluviales ont été respectées et la durée de la concession de 19 ans a été prise en compte. Le fonctionnement de service, une très bonne prise en compte par Suez des modalités réglementaires de classement progressif en classe A, ça c'est la précision des réseaux,
dans le cadre du géoréférencement sur le SIG. Le SIG, c'est le système d'information géographique de l'intercommunalité pour le positionnement précis de nos réseaux à horizon 2028-2032. Les moyens du service sont le règlement de service produit par Suez, avec un effort de vulgarisation à noter du fait de la production des schémas explicatifs, entre autres sur le projet de règlement du service pluvial. Fonds pour action de communication réservé annuellement de 5 000 €. Confirmation donc de l'ouverture des données externes produites par la commune sur la plateforme mise en place par Suez pour la gestion des patrimoines délégués, assainissement et eau pluviale. Ensuite, parlons un petit peu de chiffres. Donc, quant à l'évolution du patrimoine des services à déléguer à sa préservation, l'offre de Suez porte sur 6 590 309 € hors taxes, avec pour des investissements concessifs assainissement aux alentours de 2,5 millions d'euros, des investissements d'assainissement sous convention de mandat pour environ 1 400 000 €, des investissements eau pluviale concessifs pour 139 000 €, dont 108 000 € pour la maintenance, le fonctionnement et la remise à niveau, principalement sur les 2 premières années du contrat, donc à horizon 2026, pour remettre notre réseau d'eau pluviale à jour. Investissement sur le réseau d'eau pluviale avec des conventions de mandat pour 55 000 € et un fonds de développement durable, dont des panneaux photovoltaïques à poser sur la station d'épuration à hauteur de 100 kW crête pour 331 000 €. Et le renouvellement donc, du patrimoine délégué pour 2 millions d'euros sur la totalité du contrat. En ce qui concerne les tarifs, le tarif assainissement pour un volume moyen estimé pour un ménage classique de 4 habitants actuellement est de 176,9 € hors taxe et le tarif proposé par Suez est de 216,52 € hors taxe, donc 80 € de part fixe pour plus de 8 millions d'investissements. La croissance des abonnés donc, et des volumes des flux en traités est de l'ordre de 1 à 2% en moyenne annuellement sur les 19 ans, avec une croissance des abonnés par effet démographique et du développement de l'urbanisme corrigé des effets de la baisse des consommations. Car oui, tous les candidats nous l'ont dit, les consommations ont plus tendance à diminuer qu'à augmenter sur la consommation d'eau potable, donc sur lequel est calquée la tarification assainissement. Sur le tarif de contrôle des branchements assainissement, donc 125 € hors taxe par contrôle et une contre-visite à 70 €. Le forfait de gestion donc, des eaux pluviales à 25 000 € par an pour la gestion du réseau, dont les 108 000 € dont je vous ai parlé tout à l'heure pour des travaux de remise à niveau, la première année principalement du contrat. Et ensuite une grosse part sur innovation avec une optimisation de la station d'épuration, la STEP, pour une montée en puissance par le procédé dit Indens, avec un objectif d'atteindre d'ici 19 ans non plus 12 000 habitants comme actuellement sur une station d'épuration, mais 15 500 équivalents habitants. Le projet REUT que vous connaissez, donc de réutilisation des eaux usées avec un dispositif conforme à la réglementation existante quant à la réutilisation des eaux grises retraitées pour satisfaire les besoins propres de la station d'épuration, ainsi que les attentes d'arrosage sur le complexe sportif de Montrincade. L'auscultation rapide des réseaux de eau usée par des technologies dites de sewer ball, des boules en acier qui glissent dans les réseaux d'assainissement simplement sans forcément faire passer des passages caméra, ce qui permet d'être beaucoup plus rapide et beaucoup plus exhaustif sur les réseaux, et un fonds de développement durable de 5 000 € par an pour des actions à valider avec la commune. Voilà à peu près en substance que je peux vous retranscrire des échanges et du contrat que vous avez évidemment en annexe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, Julien Lassalle pour le groupe Saint-Sulpice Active et Citoyenne. Des questions pas spécialement, quelques remarques sur le choix du mode de gestion. Effectivement, on s'est exprimé l'an dernier sur le sujet. On aurait souhaité qu'on pousse davantage l'étude autour d'un passage en régie. Simplement parce qu'on pense qu'on a tout intérêt à maîtriser dans son ensemble le cycle de l'eau et avoir une maîtrise publique et complète, pour être plus précis, du cycle de l'eau. D'ailleurs, l'an dernier, en 2023, je crois que c'était au printemps 2023, le préfet du Tarn, M. Loche, à l'époque, s'était exprimé auprès des élus à Albi en appelant aussi à revoir la gouvernance ou les gouvernances qu'on peut avoir sur le département du Tarn autour de la gestion de l'eau. Ceci étant dit, et
le but c'est pas de rentrer à nouveau dans le débat, on l'a déjà eu bien évidemment. On tenait à remercier le cabinet qui a accompagné la commune pour le travail qui a été effectué, parce que c'était clair et compréhensible dans le détail des offres, et ça a été plutôt appréciable. On a noté, même si on n'est pas tout à fait d'accord avec ce système de délégation, qu'il y avait un effort d'investissement aussi qui était fait par le délégataire Suez qui est soumis au vote ce soir. Il faudra quand même qu'on ait une discussion plus tard à l'échelle de l'intercommunalité, puisqu'on va avoir un transfert de compétences, si je ne me trompe pas, au 1er janvier 2026. Et on va quand même se retrouver dans une situation où on aura des délégataires différents sur notamment les 2 plus grosses communes de l'intercommunalité, puisque, sauf erreur de ma part, sur l'Avor c'est Veolia qui est délégataire, et ça sera Suez à Saint-Sulpice. Voilà les quelques remarques qu'on avait à faire sur la question. Merci. Merci Monsieur Lassalle, Maxime Coupé. Donc oui, vous avez raison, le débat on l'a eu le 3 juillet dernier par rapport au mode de délégation. On ne va pas le refaire forcément, vous avez votre vision. On n'avait pas forcément la nôtre, on a été aussi éclairé par notre AMO sur la spécificité, vous en rappelez, lors de ce conseil municipal, par rapport au choix de mémoire. On avait 5 possibilités d'orchestration de cette future gestion du réseau assainissement et du réseau pluvial. Oui, ce choix il a déjà été fait. Vous avez raison, l'effort vis-à-vis des investissements qui sont pas moindres, qui sont, voilà, c'est pas l'épaisseur du trait. On parle de 6 millions d'euros, plus 2 millions de renouvellements sur l'ensemble des 19 années, c'est pas des petits points. Un mode de gestion publique par régie, l'aurait-il été? Voilà, je ne vais pas, vous avez raison, refaire le débat ici, c'est pas forcément le lieu. Ni le moment. Oui, ces investissements, ils sont... et même par rapport à l'innovation et par rapport au challengeage qui a été fait par la commission ad hoc d'audition, M. Verpu en faisait partie, Mme Mahalem aussi, les candidats ont été challengés, au vrai sens du terme, ce qui explique peut-être la hauteur du contrat. Notre AMO était là aussi pour appuyer là où il fallait. Donc je suis assez content de le dire, et vous le relevez, et je suis d'accord avec vous, un beau contrat in fine. Sur la partie Labor, CTTA, peut-être M. Soliveres, peut-être un commentaire. Oui, d'abord merci pour les mots aimables à l'endroit de mon cabinet, je vous en remercie, je suis sensible. Oui, je peux dire que ce qui a été intéressant dans cette procédure, c'est qu'en étant un peu trivial dans le propos, il y a eu match, quoi. Ça, c'est important. J'étais un peu inquiet au départ, parce que quand, malheureusement, un des opérateurs sur les 3 candidats initialement s'est désisté, je me suis dit, est-ce qu'il y aura... Oui, il y a eu match. Et ce qui a permis, effectivement, de trouver le bon équilibre entre l'importance des investissements qui sont dans ce contrat et, d'autre part, la meilleure maîtrise possible du prix à payer, inévitablement, puisque je vous rappelle qu'en termes légal, on ne peut pas subventionner le service d'assainissement ou d'eau, d'ailleurs, hein, c'est vrai dans les 2 cas, c'est l'usager, l'abonné qui doit payer. C'est toute la difficulté donc d'une négociation pour que l'abonné soit le moins impacté possible là-dessus. Néanmoins, a été entendu par la collectivité, je tiens à le dire, cette préoccupation qui est souvent d'ailleurs un débat qui anime les conseils municipaux ici comme ailleurs, sur finalement le choix entre une régie communale et par ailleurs une délégation de service public. Les éléments qui ont été fortement demandés dans le contrat, et on les a insérés dans la mise au point, c'est d'abord la capacité de la collectivité à contrôler ce contrat régulièrement. Et quand je dis contrôler, c'est contrôler. J'ai malheureusement vu dans ma vie professionnelle nombre de contrats qui étaient signés, et puis pendant 19 ans, on s'en occupait plus, sauf que pendant ce temps-là, ceux qui géraient de leur côté pouvaient faire un peu, ce qui ne sera pas le cas. Il y a donc des comités qui ont été mis en place, de contrôle, etc. C'est très important, je tiens à le souligner. Ensuite, un des éléments qui est important, et si vous faites le lien avec votre dernière remarque quant au transfert de la compétence, vous avez raison de le dire, à votre intercommunalité de rattachement à la communauté de communes Tarn-et-Gagout, au 1er janvier 2026. Si vous aviez créé une régie, elle aurait disparu au 1er janvier 2019. Alors que là, l'intérêt de ce contrat, dès lors qu'il a été bien négocié et qu'il sera surveillé, c'est qu'il demeure.
Et ce que vous aurez, si vous décidez d'approuver ce contrat, ce que vous aurez signé avec donc, le groupe Suez en l'occurrence, la communauté de communes Ternagoutte devra absolument l'appliquer au 1er janvier 2026 quand elle prendra la compétence. Il se trouve que le hasard a fait que je viens de conclure avec la CCTA pour les aider à passer le transfert de la compétence. Et vous avez raison, on peut constater que sur 21 communes, il y en a 9 qui sont en assainissement collectif, les autres ne le sont pas. Et dans ces 9, il y a toutes sortes de modes de gestion, régie, DSP, dont l'abord et vous-même. Et donc, tout le travail consistera à harmoniser progressivement ça. Mais ça ne se fera pas en une année, hein, les choses sont claires. Ça ne se fera pas en une année. Alors, je sais aussi qu'il y a un autre débat. Est-ce que, éventuellement, le législateur pourrait revenir sur cette décision de transférer obligatoirement? Pendant un temps, on l'a pensé. Notamment en 2018, il y a une loi qui a dit « ça peut être optionnel ». Finalement, maintenant, c'est définitivement transféré. Le seul débat qui demeure, est-ce qu'un jour, ça ne sera pas transféré soit à un syndicat infracommunautaire, c'est-à-dire au-delà d'une communauté, ou est-ce que ça sera tout simplement transféré au département, qui s'investit beaucoup en termes d'ingénierie, d'assainissement et d'eau ici dans le Tarn. Voilà ce que je pouvais vous dire rapidement sur ce dossier, mais qui est vraiment un dossier, et je répète cette expression, où il y a eu match, quoi. Hein, ils sont allés jusqu'au bout des préconisations que vous leur avez formulées. Sans vouloir être redondant, excusez-moi, non. Donc Stéphane Fillon, le groupe Active Citoyenne. Sur la commune, il y a encore des zones qui ne sont pas rattachées à l'assainissement collectif. Est-ce que parmi les investissements qui ont été chiffrés par le délégataire, il y avait des intentions, sinon des objectifs chiffrés pour se rapprocher vers un assainissement collectif sur toute une partie de la commune? Enfin, tout en l'occurrence. Alors je vous prie déjà d'excuser mes erreurs de date, mais je vais essayer d'être à peu près propre. Le zonage d'assainissement de la commune de Saint-Sulpice a été approuvé et porté par notre équipe municipale en 2018. Ces zones dont vous parlez d'assainissement non collectif, ANC, ont été jugées pour savoir si oui ou non il fallait qu'elles le restent. C'est-à-dire est-ce qu'il y avait une recevabilité, une raison gardée d'étendre le réseau d'assainissement vers ces points d'assainissement non collectif ou pas. Par la TRE, la taxe de raccordement à l'égout, parce que forcément un égout ça coûte quand même, c'est quasiment 1000 € le mètre linéaire. Des problématiques plus qu'on appelle de points noirs, avec des zones d'assainissement non collectif qui pourraient être très problématiques, où là il vaudrait vraiment mieux prolonger le réseau d'assainissement collectif, et vous avez raison, vers ces endroits. Non, il n'y a pas de zones qui ont été relevées, et je vous invite à le consulter d'ailleurs, sauf erreur de ma part, il est toujours consultable sur le site de la collectivité. Ce zonage d'assainissement n'a pas eu vocation à étendre spécifiquement nos réseaux d'assainissement collectif. On va dire que ce n'était pas forcément le... Mais vous avez raison de souligner, parce que c'est un document sur lequel s'est appuyé le futur délégataire en termes de qu'est-ce que je vais avoir à gérer. Est-ce que je vais avoir des réseaux à étendre? Est-ce que je ne vais pas en avoir? Vous étiez peut-être pas forcément arrivé quand on a validé, mais le schéma directeur d'assainissement qui a été porté, entre autres aussi par des crises consultants, a repris ces éléments pour savoir si oui ou non il fallait étendre ces réseaux d'assainissement vers ces zones d'assainissement non collectif. Donc toute cette problématique a été traitée, mais en amont, pour vraiment offrir aux futurs candidats une zone d'assainissement collectif propre, pour savoir comment porter leur investissement sur ces zones définies. D'autres questions ou remarques peut-être? Si vous permettez, Madame Malem, je me permets de réitérer la remarque de Monsieur Lassalle par rapport à tout le travail qui a été généré par notre cabinet. Travail d'expertise avec un E majuscule, et nous l'en remercions en tout cas. Effectivement, c'est important de le souligner. Merci, Monsieur Soliveres. Donc l'Assemblée est donc invitée à confier sous forme de délégation de service public la gestion des eaux usées et des eaux pluviales de la commune, approuver le choix de la société Suez Eau-France en tant que délégataire pour l'exploitation du service d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales, à approuver les termes du contrat de délégation de service public pour la gestion des eaux usées et des eaux pluviales ainsi que ses annexes, établir la rémunération du délégataire telle qu'elle est décrite dans le contrat,
Et enfin, autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer le dit contrat ainsi que tous les documents afférents avec la société Suez Eau France pour une durée de 19 ans qui prendront effet donc le 1er juillet 2024. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, donc un vote favorable à l'unanimité avec 4 abstentions donc pour le groupe Active et Citoyenne. Je vous remercie. On va peut-être, puisque le vote est effectué, inviter Monsieur le maire à regagner la salle. Avant de passer au point 2, on va peut-être libérer Monsieur Soliveres. Un grand merci pour de la part des élus, vous avez accompagné, puisque moi j'y étais pas, mais merci en tout cas pour votre accompagnement, vos précisions, votre professionnalisme et surtout la temporalité qui a été respectée du début à la fin. Bonne continuation à vous. Bon retour. Chers élus, nous allons passer au point numéro 2 sur la convention de servitude entre la société Terega, société exploitante notamment de canalisation de gaz et de gazoduc, et la commune de Saint-Sulpice sur lancement d'une concertation sur la canalisation souterraine. Je vais laisser la parole pour présenter ce point à monsieur l'adjoint à l'aménagement et à l'urbanisme ainsi que la cohésion du territoire, Maxime Coupet. Je vous remercie, monsieur le maire. La société Terega, déjà pour la représenter, donc comme vous avez dit, c'est une société de réseau public de transport de gaz naturel dans le Grand Sud-Ouest. Dans le cadre donc de sa mission de service public, elle porte le projet dit REVA, qui prévoit la construction à horizon 2026 d'une nouvelle canalisation gazière souterraine qui part de Villariès en Haute-Garonne et qui va jusqu'à Albi en passant par notre commune de Saint-Sulpice-la-Pointe. Cette canalisation remplacerait celle existante qui date de 1974 et dont l'exploitation devrait s'achever d'ici 2030 pour des raisons de sécurité. Le projet REVA vise à garantir la qualité et la sécurité d'approvisionnement en gaz du territoire pour les décennies à venir. Il poursuit donc 4 objectifs: la modernisation du réseau, l'adaptation du tracé du réseau aux enjeux locaux, la desserte de 14 distributions publiques existantes, dont 2 de mémoire sur notre collectivité, ainsi que 7 industriels locaux, directement raccordés au réseau Terega. Et la contribution donc au développement des gaz renouvelables par le raccordement des stations de gaz naturel pour véhicules, dit GNV, comme celle de Saint-Sulpice, et d'unités de méthanisation, comme par exemple Trifil. Le montant de ces travaux s'élève à 72 millions d'euros et sera intégralement porté par la société Terega. Le projet REVA donc, a fait l'objet d'une concertation préalable du public, organisée volontairement donc, par Terega, selon les principes du Code de l'environnement du 31 janvier au 6 mars 2022. Et de mémoire, ils étaient en Namur, salle René Cassin, le 2 février 2022. J'y étais présent à M. Bergonnier. Elle a notamment permis donc, de partager avec le public les enseignements d'études de la société Terega, d'identifier les enjeux locaux à prendre en compte et de définir les mesures susceptibles de favoriser le bon déroulement des travaux et l'insertion territoriale de la canalisation sur le long terme. Le bilan de concertation est disponible sur l'URL qui vous est spécifié sur notre synthèse et le projet REVA donc, est compatible avec les pièces 1, 2 et 3 de notre PLU, mais nécessite une adaptation graphique du plan de zonage de la pièce principalement 4.E. En effet, le tracé de la future canalisation identifié par la société Terega en concertation avec les acteurs locaux, dont notre commune, traverserait un EBC, un espace boisé classé situé sur la parcelle cadastrée ZI79 au lieu dit Coustas. Pour être compatible donc avec le PLU de Saint-Sulpice, il s'avère nécessaire donc de supprimer un emplacement réservé, de modifier les zonages d'un EBC et ainsi qu'un élément de paysage au droit de la future canalisation de transport de gaz naturel. Il s'agit de réaliser donc, une trouée de 6 mètres dans l'EBC, axée sur la canalisation dans le zonage du dit EBC. Donc l'évolution du plan de zonage est spécifiée sur les
les éléments graphiques qui vous ont présentés, avec cette trouée donc, de 6 mètres sur 90 mètres de long, pour un espace boisé donc impacté approximativement de 0,48%. L'emplacement réservé, le R, donc le long de l'autoroute, spécifié je pense sur une autre slide, non peut-être pas, mais vous l'avez sur notre de synthèse, donc à une superficie de 0,41 hectares et la suppression donc, de cet emplacement réservé au nord de l'autoroute. Et l'élément de paysage d'une contenance de 4,7 mètres sur 6 pour une surface de 0,19 hectares. Conformément donc à l'article du Code de l'urbanisme, il convient d'organiser une concertation avec le public permettant à toute personne intéressée d'accéder aux informations relatives au projet de mise en compatibilité du PLU et de formuler des observations. Cette concertation, l'ordre d'idée aura lieu la deuxième quinzaine de mai de cette année. Avez-vous des questions? Oui. Donc Stéphane Filion, Artillerie citoyenne. Moi je m'étonne un petit peu qu'il faille répéter l'intérêt, sinon la nécessité de préserver au maximum, compte tenu des enjeux climatiques que l'on connaît aujourd'hui, les bois classés. C'est la raison pour laquelle j'avais posé en commission la question de savoir si un autre tracé avait été imaginé. Il me semble que vous m'aviez dit que oui, qu'il y avait une alternative sur un tracé qui permettait d'éviter ce bois-là, mais qu'il y avait d'autres contraintes, notamment liées en termes de développement urbain, sauf faire de ma part. J'avais ce souvenir de cet ordre-là. Vous disiez également qu'il ne fallait pas mettre en parallèle des possibles dangers qu'il pourrait y avoir pour des riverains et riveraines et des hypothétiques d'enjeux écologiques. Et en fait, je m'étonne vraiment de ce qu'il y a encore besoin aujourd'hui de rappeler la nécessité de préserver ces bois. Alors, je m'étonne également que le plan ERC est à lire dans cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on ne compense que ce que l'on n'a pas pu réduire et on ne réduit que ce que l'on n'a pas pu éviter. Si une alternative existe, en toute rigueur, j'ai l'impression que cette canalisation, on pouvait éviter qu'elle passe à cet endroit-là. Compte tenu des enjeux liés à la biodiversité qui vont impacter à cet endroit-là. Donc je me pose la question de savoir si le point de l'évitement a été valablement étudié, et si là on n'est pas dans quelque chose qui rentre un peu en porte-à-faux avec la logique ERT. Alors je vous prie de m'excuser, j'ai dû mal m'exprimer lors de la commission urbanisme. Je n'ai pas dit qu'il y avait une solution alternative, j'ai dit que d'autres solutions avaient été étudiées et que cette solution qui nous était présentée était celle qui impactait le moins. Vous parlez de la thématique ERC. Accessoirement, il s'avère que le fuseau qui sera porté sur Terrega, sur notre commune, a 14 mètres de large. C'est-à-dire qu'ils vont arriver avec des pelles mécaniques et travailler sur un fuseau de 14 mètres de large. Je ne sais pas si tout le monde réalise ce que ça veut dire, mais voilà, ça fait un beau petit chantier longitudinal tout du long de notre commune. C'est 14 mètres de large, et vous parlez de la thématique ERC, il se réduit à 6 au niveau de l'EBC, de l'espace boisé classé, pour justement l'impacter le moins possible, en sachant que je vous invite, lors de la concertation du public, les 15 derniers jours de mai, à faire remonter donc, la thématique ERC sur cet impact et sur cette compensation. Je ne suis pas la société Terrega, mais en tout cas sur l'ensemble des communes entre Villariès et Albi, je peux vous assurer que des compensations ERC, il y en aura, et il y en aura beaucoup, et celle-là en fait partie, et elle sera compensée. Enfin, je ne parle pas en leur nom, puisque je ne suis pas la société Terrega, mais je vous invite réellement à poser la question, et je pense que la société vous y répondra très clairement. Vous abordiez ces thématiques-là. Non, je pense que pour la société Terrega, ce n'est pas la peine de rappeler la thématique ERC, ils en sont tout à fait conscients. Et ils essayent justement d'impacter le moins possible. Et tous les fuseaux qui ont été positionnés sur notre commune ont été là pour impacter le moins possible. Des espaces boisés ou pas. Mais à des moments, oui, il faut traverser. Là, je le répète, le fuseau de 14 mètres de large, il est réduit à 6. C'est pas une petite... sur 90 mètres, en fait, voilà, ça va être très compliqué pour eux aussi, sur cet espace-là, d'arriver à passer. C'est des compensations qui ont été pesées, à mon sens, de manière à impacter le moins possible le projet. En sachant que, je le répète, et je vous l'avais dit lors de la commission, oui, notre commune est impactée, mais je peux vous assurer qu'il y en a d'autres qui le sont beaucoup plus que nous. Alors on a juste, voilà, c'est des travaux qui vont juste passer en dessous de la goutte. Enfin, voilà, c'est pas des petits projets. Ils réfléchissent au mieux pour passer là où ils peuvent, mais c'est des projets compliqués.
je complète. À cet égard, la compensation est parfois tout à fait réglementaire et pour autant elle est symbolique ou dérisoire. C'est-à-dire qu'il y a aussi des éléments de compensation qui permettent de rentrer en accord avec la loi et qui pour autant ne permettent évidemment pas de compenser des pertes en termes de qualité sur la biodiversité, en termes d'impact sur les milieux naturels. Mettre une cavité, remplacer une cavité naturelle par un nichoir à chiroptère ne permet concrètement pas, et ça les naturalistes le précisent assez volontiers, de permettre la nidification des chauves-souris dans certains endroits. De la même manière, compenser X arbres coupés par X fois le nombre d'arbres plantés, concrètement, au regard des calculs actuels, du taux de survie des arbres qui sont plantés sur un premier été et de la surface foliaire de chacun des arbres qui a été coupé, la compensation, même si elle permet de s'inscrire dans un texte de loi, ne permet concrètement pas de compenser les impacts qui ont lieu. Y a-t-il d'autres remarques? Je vous propose donc, chers élus, sur ce point numéro 2 de la Convention de servitude, voilà. Je cherchais le mot servitude, d'autoriser et de m'autoriser à lancer donc la procédure de concertation pour la mise en compatibilité du PLU communal avec le projet de construction d'une canalisation gazière portée par la société Terrega et de me charger d'organiser la dite concertation publique sur ce projet qui est contre, 4 voix contre pour la minorité active et citoyenne, qui s'abstient, vote à la majorité. Merci beaucoup. Nous allons passer au point numéro 3 sur la convention de servitude entre Enedis et la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe pour une canalisation souterraine au lieu dit Mollet-Trincade. Pour présenter ce point, je vais laisser la parole à Monsieur Capu, adjoint aux travaux. Oui, merci. Je ne sais pas si c'est allumé, si on m'entend. Donc c'est une servitude qu'on a l'habitude de passer avec Enedis. C'est une servitude qui se trouve au lieu-dit Mollet-Trincade. Pour la situer un peu plus précisément pour vous, c'est sur l'avenue Capitaine Beaumont. C'est sur la partie où c'est que je ne sais pas si vous la voyez, aux HLM, là, qui a des petites HLM. C'est pour déplacer un coffret qui se trouve en bordure de trottoir, que l'on va reculer de 5 mètres. Donc ils ont besoin d'une servitude de 1 mètre de large et sur 5 mètres de long. Voilà, donc on en passe régulièrement avec eux. C'est pas quelque chose d'inhabituel, on en passera certainement d'autres. Voilà. Merci Monsieur Capu. Y a-t-il des questions? Je vous propose donc de passer au vote afin d'approuver la convention de servitude entre la commune de Saint-Sulpice, Enedis et la société Enedis relative à ce que vient de présenter Monsieur Capu, c'est-à-dire l'établissement, l'entretien, l'exploitation d'une canalisation souterraine d'une largeur d'1 mètre et d'une longueur d'environ 5 mètres. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité, merci beaucoup. Nous allons passer à un point foncier sur l'aliénation de parcelles cadastrées au lieu dit Engracieux ainsi qu'au lieu dit Embruissais sur une vente entre la commune et la société SNCF. Pour présenter ce point, je vais laisser la parole à Monsieur le conseiller municipal Nicolas Belli. Merci Monsieur le maire. Donc ce point concerne, comme le disait Monsieur le maire, une aliénation de parcelles. On parle exactement de 4 parcelles du côté de Aldi. Qu'est-ce qu'on a? Action, juste à côté d'Action, et un petit peu plus loin sur le ruisseau Embrouissé qui va traverser la voie ferrée. Donc ces 4 parcelles cadastrées section A 24 74, 24 75, 38 33 et 38 34. C'est une demande de régularisation foncière pour la mise en place du projet de doublement des voies entre Saint-Sulpice et La Pointe et Toulouse. Donc on est dans une régularisation, donc les travaux ont déjà été faits. Donc c'est une mise en conformité, donc conformément aux dispositions de l'article du Code pénal des collectivités territoriales.
le conseil municipal, il y a lieu de proposer au conseil municipal les conditions de prix et d'achat des parcelles. Donc ces parcelles ont été estimées à un bien de 5 104 €, assorti d'une marge d'appréciation de 15%. Donc l'Assemblée est invitée à approuver l'aliénation de ces 4 parcelles d'une contenance totale de 503 mètres carrés. Merci Monsieur Belli. Avez-vous des questions? Julien Lassalle pour le groupe Saint-Sulpice Active et Citoyenne. Juste pour vous informer que je ne participerai pas au vote, bien que j'ai la procuration de Madame Manteau. En tout cas, moi, à titre personnel, je ne voterai pas puisque je suis salarié du groupe SNCF. Ok. Et donc Monsieur Lassalle peut quand même voter pour la procuration à Madame Manteau. Je regarde les services. Oui, signe de la tête oui, donc vous pourrez lever une main. Et à choisir, la droite ou la gauche. Je vous propose donc de passer au point, au vote numéro 4, d'approuver, comme l'a dit Monsieur Belli, sur sa présentation, l'aliénation sur les parcelles cadastrées au lieu dit Engracieux et Mollet-Trincade, d'autoriser les cessions des dites parcelles au profit de la SNCF Réseau pour la somme de 5 104 €, assortie d'une marge d'appréciation de 15%, ainsi que les frais de notaire qui seront à sa charge. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité, merci beaucoup. Nous allons passer au point numéro 5 sur la dénomination de voies dans le cadre de la loi 3DS. Pour présenter ce point, je vais laisser la parole à Madame la conseillère municipale, Muriel Philippe. De la loi 3DS du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, les communes ont l'obligation de nommer leurs rues et de numéroter les bâtiments. Il est demandé à ce que les terrains soient numérotés de façon normée et cette numérotation doit contenir un numéro et un nom de rue. Les voies suivantes n'ont pas fait l'objet de délibération ou contiennent des erreurs. Il convient donc de les régulariser. En annexe 5, on a les plans où sont situées les rues que je vais nommer, enfin les chemins. Chemin de Cante-Crabe, chemin de Montébat, chemin de Pelleport, chemin de Tounis, impasse des Pesquiès, impasse des Rives du Tarn, impasse Fonfilol, route de Gabord, rue de la Plaine, chemin d'Enfargou, chemin de Montauti-Haut, chemin de Rivérol, chemin des Coustas, chemin des Crozes, chemin des Emboudes, chemin l'Amazone, faubourg de Plaisance, route de Saint-Lieu, place Stalingrad, route de Toulouse, route de Montauban, passage de Fontpère. L'Assemblée est invitée à approuver la régularisation des voies telles que proposées, habiliter Monsieur le maire ou son représentant à signer les documents relatifs à cette régularisation et à prendre toutes les décisions au bon fonctionnement du service. Charger Monsieur le maire ou son représentant de transmettre la présente délibération aux services fiscaux, postaux et de secours, ainsi qu'aux concessionnaires de réseau. Merci Madame Philippe, très heureux si nous votons ce point d'avoir des dénominations de voies et donc des numérotations qui permettront aux riverains de ces lieux de pouvoir accéder à la fibre. Parce que vous savez que la fibre optique, les riverains ne sont éligibles que quand ils ont une voie dénominée, votée en conseil municipal, ce qui existe pour la plupart des rues de Saint-Sulpice dans les lotissements, mais surtout un numéro de rue. Il faut d'abord en fait nommer la voie, la rue, puis ensuite la numéroter. Et aujourd'hui, tous les habitants de ces quartiers n'ont pas accès à la fibre parce qu'en fait, selon le code de la fibre, ils n'existent pas. Ils sont fantômes. Et donc, c'est aussi une des conséquences de ce choix que nous avons concrètement pour nos citoyens ce soir. Je vous propose donc d'approuver la régularisation que Madame Philippe nous a présentée dans son exposé. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup et surtout merci pour tous les citoyens de ces quartiers. Nous allons passer au point numéro 6
Sur l'admission en non-valeur de produits irrécouvrables, nous allons laisser la parole à Madame la conseillère municipale Marie-Claude Drabec. Merci Monsieur le maire. La commune, malgré les différentes procédures mises en œuvre par le comptable public, n'a pu se faire payer le solde dû de taxes locales sur la publicité extérieure de l'exercice comptable 2023 suite à la fermeture de l'établissement concerné, représentant un montant total de 826,36 €. À la transmission par le Trésor public de la liste 65 70 203 12 et la demande d'admission en non-valeur du titre concerné, la commune souhaite donner une suite favorable à cette demande. Une décision d'admission en non-valeur de ces titres doit être prononcée par l'Assemblée délibérante. Les crédits correspondants sont prévus au budget 2024 de la commune, au compte 65 42 créances éteintes. Merci Madame Drabec. Y a-t-il des questions? Oui, Julien Lassalle pour le groupe Saint-Sulpice Active et Citoyenne. En fait, on voulait savoir, du coup, c'est des sociétés qui sont placées en liquidation, par exemple, qui cessent leur activité et qui ne paient pas la taxe, ou c'est des refus avérés de ne pas la payer? Je pense que c'est en fait la disparition de sociétés entre le moment où la société existait encore et donc elle est éligible, début d'année, le fait que la société a été placée en redressement et a coulé, et le fait que nous, la mairie, on lance la récolte entre guillemets des impôts, la collecte des impôts pardon, sur cette taxe locale de la publicité, et la société n'existait plus. Donc résultat des courses, on a lancé une facture entre guillemets dans le vide. Cependant, nous n'avons plus la compétence économique, donc nous n'avons plus les fichiers, les listings des impôts ou des sociétés, puisque la CFE, la CVAE sont collectées par l'intercommunalité. C'est elle qui a en termes d'RGPD tous les listings des sociétés, les contacts des sociétés. Et c'est vrai qu'entre le début d'année où l'interco nous communique les informations pour collecter nous-mêmes la taxe locale, il y a un décalage qui s'opère, et effectivement cette société n'existait plus. J'ai envie de dire, ça nous apprendra, car en 2024 nous allons lancer la collecte des impôts sur les taxes publicitaires dès le début d'année, c'est-à-dire dès maintenant. Y a-t-il d'autres remarques? Je vous propose donc de passer au vote sur la présentation de Madame Drabec, et donc cette positionnement de 826,36 € sur une admission en non-valeur pour des produits irrécouvrables. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Nous allons passer au point numéro 7 sur un dossier de demande de subvention pour la dotation d'équilibre des territoires ruraux, donc la DETR 2024, pour des travaux de passage en LED des terrains de sport. Vous savez que c'est cher à notre équipe municipale de faire baisser les consommations en kilowatts qui sont suivies mensuellement et de manière hebdomadaire par notre adjoint aux travaux Bernard Capu et par les services. Et donc on est dans cette logique, une fois encore, de passage en LED sur les éclairages de sport. Pour présenter cette demande d'approbation d'un plan de financement pour les passages en LED sur les terrains de sport, je vais laisser la parole à Madame la première adjointe, Anne Mahalem. Merci Monsieur le maire. Donc juste pour précision, ce point n'a pas été étudié en commission affaires générales, puisqu'il a été ajouté à la demande des services préfectoraux, donc juste après la tenue de cette commission. Donc comme le précisait juste avant Monsieur le maire, dans le cadre de sa politique associative et sportive, la ville souhaite à la fois travailler sur des économies d'énergie, tout en offrant aux utilisateurs de ces établissements recevant du public des conditions de jeu optimales, répondant autant aux loisirs qu'aux réglementations fédérales. Donc dans cette optique, 7 terrains enherbés de grands jeux devront être équipés d'un éclairage LED moins énergivore, plus économe, mais également plus efficace et fiable. Nos éclairages fonctionnent actuellement avec des sources à iodure métallique. Ce système arrive à ses limites, notamment en termes de qualité. De plus, nos fournisseurs ont de plus en plus de difficultés à trouver des pièces de rechange, ce qui pénalise parfois donc nos équipes jouant en nocturne, allant même jusqu'à une sanction sportive. Un système à LED permet donc un gain d'économie, une meilleure qualité d'éclairage et des classements périodiques demandés par certaines fédérations moins réguliers. En termes de consommation énergétique, les équipements actuels sont beaucoup plus énergivores que les luminaires LED envisagés.
Et le remplacement de ces luminaires permettrait donc de contribuer de manière notable à la transition énergétique en diminuant de manière importante les consommations électriques liées à ces équipements, avec une économie envisagée donc de 61%. Donc ce projet représente une enveloppe prévisionnelle de 268 439 € hors taxes et il est susceptible donc de répondre aux critères de financement de différents partenaires. Donc pour mener à bien ce projet, il est proposé donc de solliciter l'aide de l'ensemble de ces financeurs selon le plan de financement donc, que vous avez à l'écran, à savoir donc 30% au titre de la DETR auprès de l'État, 10% auprès de l'Agence nationale du sport, 5,59%, donc très précis auprès de la FFF, donc la Fédération française de football, 15% au département, 19,41% à la CCTA, donc au titre du fonds de concours projet de territoire, et donc un autofinancement de la commune à hauteur de 20%. Donc ce plan de financement est susceptible d'être adapté, bien sûr, en fonction des retours que la commune obtiendra de ses différents financeurs. Y a-t-il des questions ou des remarques ? Pas de remarques, je vous propose donc de passer au vote pour envoyer le plus rapidement possible ce dossier aux demandes de subvention et pouvoir le réaliser aussi le plus vite possible. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité, merci beaucoup. On est toujours sur le même principe d'économie d'énergie, mais cette fois-ci donc une demande de subvention toujours DETR 2024, mais pour des travaux de passage en LED sur l'ensemble des salles de sport de la commune. Et je vais laisser la parole, puisque ça a été superbement présenté sur le point précédent, à Madame la Première Adjointe, Anna de Mahalem. Merci Monsieur le maire. Donc effectivement, on est vraiment sur le même point qu'étudié précédemment, donc de la même façon, point qui n'a pas étudié en commission. Donc cette fois-ci non plus sur les terrains sportifs, mais effectivement sur les différents gymnases, salles de sport donc de la collectivité. Donc pour un projet qui représente une enveloppe prévisionnelle à hauteur de 128 736 € hors taxes, et pour lequel il est donc susceptible de répondre à des critères de financement de nos différents partenaires. Donc toujours l'État au titre du fonds vert à hauteur de 40%, le département donc à hauteur de 20%, la CCTA avec le fonds de concours et le projet de territoire donc à hauteur de 20%, donc un autofinancement de la commune à hauteur de 20%. Donc un montant total de 128 736 €. Avec un plan de financement qui de la même manière est susceptible d'être adapté en fonction des retours que la commune obtiendra donc de ses différents financeurs. Des questions ou des remarques peut-être? Jean-Philippe? Le vote. Des remarques après le vote? Je vous passe du coup au vote et puis je laisserai la parole au monsieur le délégué au sport. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Oui, Jean-Philippe Féligetti, donc délégué au sport. Je voudrais remercier l'ensemble du conseil municipal pour ces deux votes. Effectivement, cette subvention et ce projet va faire du bien aux associations sportives qui utilisent les gymnases et les terrains de Moulins-Trécade. On a eu de grosses difficultés à passer le cut, comme diraient les golfeurs, des réglementations. Et c'est vrai que le remplacement des lampes actuelles, c'est très cher et très précaire, puisque les stocks ne sont pas nombreux. Donc on va avoir des installations dignes de ce nom. Et au nom des associations sportives, je vous remercie. Merci à vous. Nous allons passer au point numéro 9 sur le règlement intérieur et une modification d'ailleurs du règlement intérieur du personnel communal. Pour présenter ce point, je vais laisser la parole à monsieur l'adjoint à la sécurité Stéphane Bergonnier, puisque nous allons parler de ressources humaines côté police municipale et sécurité de notre commune. Monsieur l'adjoint. Merci Monsieur le maire. Donc effectivement, ce point concerne plus particulièrement les évolutions d'horaire de la police municipale. Donc comme il est indiqué, le règlement intérieur du personnel communal a été approuvé par une délibération du 30 novembre 2010 qui a été modifiée à plusieurs reprises, dont la dernière a été approuvée par délibération le 29 février 2024. Celle-ci définit à l'article 3.4 organisation du temps de travail, un temps de travail effectif à 35h40 hebdomadaire organisé autour de 5 cycles de travail, dont vous avez le détail dans la donnée de synthèse. Un cycle 1 sur 35h40 sur 5 jours, 100 jours de repos hebdomadaire.
un cycle 2 sur 35h40 sur 4 jours avec une journée de repos par semaine, un cycle 3 avec 35h40 sur 4 jours et demi avec une demi-journée de repos par semaine, un cycle 4 avec 71h20 sur 9 jours avec une journée de repos par quinzaine, un cycle 5 un régime d'annulation du temps de travail, soit 1607 heures sur 12 mois civils à 35 heures et sans RTT. En 2023, il a été demandé aux agents de la police municipale une expérimentation concernant la modification de leurs horaires de travail afin de répondre aux besoins exprimés par la population qui souhaite leur présence lorsque les journées se rallongent. À l'issue de ce travail de co-construction entre proposition et expérimentation, il en ressort la création d'un cycle de travail spécifique aux agents de police municipale, hors agent d'accueil et responsable, basé sur une durée journalière de 10 heures. Donc on arrive avec un cycle 6 maintenant, qui est de 70 heures sur 7 jours, sans ARTT, et 3 jours de repos par quinzaine. Afin de tenir compte d'une présence policière accrue, ce cycle 6 est flexible et s'étend du lundi au samedi, sur 7 jours étalés sur 2 semaines, et jusqu'à 20 heures en période haute. Donc je précise que ce régime est issu d'une concertation avec toutes les équipes de la police municipale, suite à des expérimentations, et fait l'unanimité au sein de l'équipe. Donc l'Assemblée est invitée à approuver la modification de ce règlement intérieur du personnel communal, conformément à l'annexe présentée, étant précisé que les autres articles du règlement demeurent inchangés. Et fixer la date d'effet du règlement intérieur du personnel communal modifié par la présente délibération au 29 avril 2024. Et habiliter Monsieur le maire et son représentant à signer le dit règlement et à prendre toutes les décisions relatives au bon fonctionnement du service. Merci beaucoup. Monsieur Lassalle. Oui. Juste, en fait, nous on avait une question sur l'articulation de ce nouveau cycle. On comprend donc une saison haute. Concrètement, c'est quoi? En gros, c'est juillet-août où il passerait sur ce cycle 6 et le reste de l'année, il serait sur un autre régime de travail. Est-ce que ça a été défini ou pas? Voilà, simplement. Oui. Alors, la zone haute, telle qu'il est précisé dans l'article, c'est du 1er mai au 15 juillet, ainsi que la dernière semaine d'août à fin septembre. C'est-à-dire que les périodes où la population souhaite une présence policière accrue par rapport aux beaux jours, par rapport aux manifestations qu'il peut y avoir sur la commune, manifestations culturelles, sportives, etc. Et où on a besoin de police municipale accrue sur cette période-là. Donc ça permet d'avoir une amplitude par roulement de 8h à 20h sur cette période. Et l'hiver, on part sur un cycle qui permet de terminer le soir à 18h, et non à 20h. 20h, c'est l'été. Y a-t-il d'autres questions? Je vous propose donc, sur la présentation qu'a fait monsieur l'adjoint, monsieur Bergonnier, de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous allons passer au point numéro 10 sur le règlement intérieur de la médiathèque, ludothèque municipale, médiathèque ludothèque qui s'appelle La Bastide. Et c'est une modification. Pour présenter ce point, bien entendu, je vais laisser la parole à madame la déléguée à la culture, Nadia Ould-Almer. Merci monsieur le maire. Donc juste pour informer, voilà, c'est juste un petit changement. Nous avons agrémenté, on va dire, le système mis en place à la médiathèque, puisque nous avons mis en place maintenant la mise à disposition des vinyles. Donc, ce qui permet aussi aux citoyens de pouvoir emprunter tout simplement des vinyles. Comme ça y est noté, 2 vinyles en plus des livres et des jeux qui sont actuellement déjà possibles d'être empruntés. Donc c'était tout simplement pour remettre en ordre le règlement intérieur de la médiathèque et que les gens puissent emprunter tout simplement ce dispositif supplémentaire. Est-ce qu'il y avait des questions? Pas de questions. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous allons passer au point numéro 11 sur l'attribution des subventions annuelles aux associations pour l'année 2024. Pour présenter ce point, je vais laisser la parole à monsieur l'adjoint au rayonnement de la commune, Laurent Saadi. Merci monsieur le maire, bonsoir. Donc le point traditionnel annuel, un point qui a été présenté en commission avec un avis favorable à l'unanimité.
Donc voilà, comme vous le savez, les demandes de subventions ont été transmises à la commune par les associations à l'aide de dossiers type avec toutes les informations administratives nécessaires, donc statut, procès-verbal de la dernière AG, bilan, compte de résultats, attestation d'assurance, relevé de compte et CERFA. Donc l'instruction des différentes informations a permis effectivement de proposer les montants mentionnés dans le tableau que vous avez vu en annexe, le tableau, pour les subventions versées aux assos sportives, sport, loisirs, culturels, loisirs, animation, à caractère social et divers, effectivement, donc dans le cadre de l'exercice budgétaire 2024. Voilà. Donc l'Assemblée est invitée à arrêter la liste des associations et habiliter Monsieur le maire ou son représentant à verser le montant des subventions qui est proposé. Et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Y arriver. Oui, Julien Lassalle pour le groupe Saint-Sulpice Active et Citoyenne. Du coup, cette année, vous avez rajouté une partie scolaire qui ne figurait pas les années précédentes. Ça vient s'ajouter à l'enveloppe habituelle ou vous l'avez mis à titre informatif? Ça vient s'ajouter à l'enveloppe habituelle, oui. D'accord. Maintenant, c'était une subvention qui était versée, si vous voulez, mais qu'on a regroupé sur ce point-là, pour que les choses soient plus claires, on va dire. Ok, merci. D'autres questions? Pas de questions, donc je vous propose d'arrêter la liste des associations et autres personnes bénéficiaires des subventions communales pour l'année 2024 selon le détail qui vous a été communiqué et communiqué sur l'annexe. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité, merci beaucoup. Monsieur le maire, j'ai une remarque, en tout cas une information à faire passer si possible. Voilà, en prenant ma casquette, on va dire conseillère départementale, je fais juste remonter un peu mon regret de voir que malgré tous les dispositifs d'information auprès de l'ensemble des associations de la commune, je trouve regrettable que les associations ne vont pas chercher plus de fonds. C'est les premiers à venir nous voir en collectivité pour nous dire qu'il leur manque des moyens. Et quand le département met des moyens tels que le budget participatif, de n'avoir aucune association qui pose pour pouvoir récupérer l'équivalent de presque 40 000 euros, je suis un peu dégoûtée, on va dire, désolé du terme. Et encore, je me retiens, je dirais, sur les propos, de voir qu'à chaque fois, c'est les premiers à râler, mais les derniers à venir demander là où ils peuvent récupérer des fonds. Vous savez bien, Madame Oudalmer, que la mairie et le maire est la porte toujours ouverte pour tous les citoyens. Et d'ailleurs, c'est la porte de proximité qui fait que la plupart des citoyens, on le dit souvent, les élus sont à portée d'engueulade. C'est souvent vers la mairie que les citoyens, associations se tournent en premier, notamment pour le milieu associatif et le soutien au milieu associatif. Effectivement, aujourd'hui, il existe plusieurs circuits, cheminement pour essayer d'aller chercher à la fois des dotations ou des subventions pour le monde associatif en termes de fonctionnement ou bien même de dotation d'investissement, hein, parce qu'on a vu une MJC dans le Tarn par exemple demander des subventions d'investissement pour créer une aire de jeu. On a des parents d'élèves effectivement qui sont souvent Nathalie Marchand n'est pas là ce soir, mais très demandeurs que la mairie crée des aires de jeu. Effectivement, les parents d'élèves peuvent se prendre en main aussi et effectivement postuler aux différents dispositifs. Et puis je pourrais en citer plein d'autres comme ça. Vous avez raison, il faut qu'on arrive, nous, malgré la communication que vous pouvez faire avec l'ensemble des élus, Jean-Philippe Filighetti, André Ginoux sur le commerce ou bien Laurent Saadi sur le rayonnement, il faut encore accompagner les associations parce que souvent il y a des gens qui sont actifs et qui se partagent entre leur vie de famille, leur vie professionnelle, qui courent un peu partout et qui ont peu de temps. Donc à nous encore de les accompagner, mais effectivement vous avez raison de souligner qu'il existe beaucoup d'autres choses que juste la subvention municipale, et bien d'autres associations sur le département du Tarn savent les cheminements et savent les trouver. C'est pas interdit aux associations de Saint-Sulpice de faire de même. Et si vous le permettez, monsieur le maire, je voudrais partager quelques informations avec le collègue du conseil municipal.
pour Focus, les associations sportives. On a mis à disposition les bus, comme vous le savez, et je crois qu'on a travaillé sur le règlement qu'on a voté dernièrement pour ouvrir encore plus démocratiquement l'utilisation des bus par rapport au planning des compétitions. Plus de 100 utilisations ont été comptabilisées sur 2023. Donc ça aussi, c'est, je dirais, un bénéfice indirect, c'est-à-dire la possibilité de voyager et de faire voyager, je dirais, des licenciés pour aller pratiquer leur sport favori. Ça, c'est important. Une autre dimension que j'aimerais partager avec vous, c'est, on va dire, la cagnotte que peuvent avoir toutes les associations, puisque vous savez que lorsqu'ils nous délivrent, je dirais, leur demande de subvention, bien évidemment, ils ont l'obligation de montrer, je dirais, les comptes, et notamment dans le CERFA, la copie, je dirais, de leurs moyens financiers. Sachez qu'à peu près, sur à peu près 30 associations sportives, ça représente une cagnotte collective, bien sûr, de plus de 200 000 euros. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nos associations sportives ont, je dirais, en réserve plus de 200 000 euros. Et cette année, l'effort encore que la mairie a fait dans un contexte où on essaye bien évidemment de bien réguler les finances de la mairie, on est à peu près, je dirais, à tout juste 10% par rapport, 10% de moins par rapport à l'année dernière, sur une population de licenciés constante. Donc je voudrais encore remercier, je dirais, le collectif de la mairie pour les efforts que vous faites, concaténer, je dirais, l'addition qu'on a appris tout à l'heure sur les remplacements des lumières, et pour montrer que la ville de Saint-Sulpice, dans sa politique sportive, n'est pas une société d'élitiste, mais une société de pouvoir offrir aux citoyennes et citoyennes des offres sportives de qualité. Et donc je vous remercie de continuer à approuver cette politique. Merci à vous. Monsieur Saadi. Oui, et je voulais ajouter aussi effectivement que bon, il y a un mail qui est parti mi-janvier avec effectivement l'ensemble, à toutes les associations, avec l'ensemble des dispositifs effectivement auxquels ils pouvaient prétendre. Effectivement, il y a des financements publics, mais il y a aussi les comités, les ligues, les fédérations. Il y a pas mal de choses et que effectivement c'est rappelé à chaque réunion ou chaque rencontre, en tout cas qu'on peut avoir, que ce soit par les délégués ou par moi-même, effectivement, en expliquant qu'il y a quand même beaucoup de dispositifs qui sont là et que les services sont là pour les accompagner effectivement à remplir ces différents dossiers. Merci beaucoup. Oui, Julien Lassalle pour le groupe Saint-Sulpice Active et Citoyenne. Juste quelques réflexions autour de la précédente intervention. Je pense qu'il y a des dispositifs, malgré l'information qui est faite, notamment par le département, qui sont un peu méconnus. Effectivement, des fois, quand on est bénévole, c'est compliqué aussi de se mettre dans la paperasse, comme on dit. Il y a aussi une part de subvention qui servent au fonctionnement annuel des associations. Effectivement, quand on est dans des dispositifs comme le budget participatif, on est plus sur des appels à projets, donc c'est un peu one-shot quelque part, sur un projet spécifique où là, l'association, voilà, cette année-là, elle va avoir un projet important qu'elle veut développer, et ça peut répondre à ça. Et puis il y a un autre dispositif aussi qui n'est pas très connu, et d'ailleurs le député Jean Terlier l'année dernière était mécontent parce que peu d'associations de sa circonscription s'en étaient emparées. Il y a le fonds de développement de la vie associative au niveau de la préfecture, où il y a quand même des moyens importants aussi qui peuvent être alloués aux associations, et il ne faut pas hésiter, à mon avis, je le rejoins sur ce point-là, à le dire aux associations. Elles peuvent faire la demande. Il y a plein de projets qui sont éligibles, avec derrière des montants qui peuvent être assez intéressants. Je vous rejoins là-dessus, et ça en fait partie de la liste en question. Ça a été des éléments que nous avons communiqués aussi. Donc c'est le point positif, je dirais, cette année malgré tout, parce que sur le peu de dossiers habituellement déposés par Saint-Sulpice au niveau du FDVA, puisqu'il y a deux types de FDVA, celui sur le fonctionnement et sur, on va dire, tout ce qui est investissement, il y a un peu plus de dossiers cette année. On est à 8 ou 9 dossiers de tête. Voilà. Il y a eu des efforts faits à ce niveau-là suite à du rappel, en effet, comme tu l'as dit très bien Julien, par le député quand il se déplace. Mais c'est aussi ce que l'on fait au niveau des élus ici présents, qui ont des délégations à le rappeler auprès des associations, qu'il y a des fonds à aller chercher. Et tu n'as pas tort quand on dit qu'il y a du fonctionnement. Certes, le budget participatif est un peu plus ciblé sur de l'investissement, mais je pense que la majorité des associations font petits ou grands investissements, ils sont éligibles, quels qu'ils soient. J'en ai vu passer tous les genres de dossiers. Mais c'est que, voilà, encore une fois, il y a des choses à aller chercher qui ne se font pas, peut-être comme vous le dites et comme l'a très bien rappelé monsieur le maire, le quotidien fait que, mais il y a des fois où, je veux dire, c'est un peu regrettable parce que c'est un courrier, certes, avec un devis à y mettre, et qui peut permettre de décrocher des subventions qui ne sont pas négligeables.
Merci pour ces beaux débats. Donc nous avons voté sur ce point avec un avis à l'unanimité. Je vous propose donc de passer au point suivant, le point numéro 12 sur l'instauration des tranches du quotient familial. Sachez qu'on l'avait déjà voté. On avait augmenté le nombre, d'ailleurs c'était une proposition de la minorité active et citoyenne qu'on avait suivie. Mais il y a une modification et pour présenter cette modification, je laisse la parole à monsieur le conseiller municipal Cédric Paluel. Merci monsieur le maire. Par délibération de juillet 2019, de mars 2023, puis modifiée en septembre 2023, la commune a mis en place des tarifs de services publics administratifs à caractère facultatif en fonction du niveau des revenus des usagers. Ont ainsi été fixées les conditions d'application du quotient familial municipal. Le quotient familial est établi en fonction des revenus et de la composition des familles. La politique tarifaire de la municipalité est bâtie sur un principe de justice sociale qui se traduit par la prise en compte et des capacités contributives de chaque foyer par le biais du quotient familial et des tarifs favorisant l'accessibilité de tous aux activités de service public. Les tranches de quotient familial municipal suivantes ont été fixées pour calculer les tarifs applicables aux services publics administratifs à caractère facultatif, que sont l'accueil périscolaire, les mercredis et la restauration scolaire. Bon, vous avez sous les yeux les différentes tranches qui vont de 1 à 9. Je ne vais pas forcément les reprendre. Pour rappel, la collectivité gère un accueil collectif de mineurs destiné à l'accueil des adolescents de 11 à 17 ans, appelé espace jeunesse, pour lequel une nouvelle tarification est à l'étude. Afin d'assurer une cohérence de tarification pour les familles utilisant ce service, il convient d'élargir le champ d'application de ces 9 tranches de quotient familial au service jeunesse municipal. L'Assemblée est donc invitée à approuver la modification de la répartition par tranche du quotient familial destiné à l'accueil des adolescents, appelé espace jeunesse, tel que présenté à compter du 1er mai 2024. Préciser que le quotient familial modifié sera applicable aux services publics administratifs à caractère facultatif suivant: accueil périscolaire, mercredi et restauration scolaire. Établir une nouvelle tarification des prestations périscolaires et de restauration scolaire et habiliter monsieur le maire, son représentant, à signer la mise en place de cette nouvelle tarification et à prendre toutes les décisions relatives au bon fonctionnement du parc. Y a-t-il des questions? Pas de questions, merci monsieur Paluel, c'était un exposé clair. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Donc nous allons passer au point numéro 13. Voilà, magnifique, magique. Sur la convention que vous m'avez autorisé du coup à point rajouté sur le conseil municipal d'aujourd'hui, et je vous en remercie chers élus, pour une convention avec le groupe La Poste Immobilier et notamment le stationnement sur 2 places de parking des véhicules de la police municipale, pardon, 3 places de parking. Et d'ailleurs, comme je ne maîtrise pas ce dossier, je vais laisser la parole à celui qui est au démarrage de ces négociations et de cette convention, monsieur l'adjoint à la sécurité bien entendu, Stéphane Bergonier. Merci monsieur le maire. Donc, comme vous avez pu le remarquer depuis certaines semaines, il y a un nouveau poste de police qui est en cours de rénovation, au niveau de la place Soult. Ils ont déménagé cet après-midi. Donc maintenant le nouveau poste de police se situe place Soult, en plein centre-ville. Il reste encore quelques petits travaux à faire de dernière minute, mais tout est parfait. Ils ont déjà pris une possession des locaux et ils sont très satisfaits de leurs nouveaux locaux. Je remercie d'ailleurs M. Bernard Capu pour tout le travail qu'il a réalisé avec les architectes pour la rénovation de ce bâtiment, l'ancien trésor public. Donc c'est vraiment un beau travail, un beau bâtiment au service de nos citoyens en plein centre, en plein cœur de ville et au service de la sécurité de tous les habitants. Et derrière ce poste de police, vous avez un grand parking à gauche entre la poste et le poste de police. Ce parking appartient au bureau de poste, enfin à la société de La Poste. Et nous avons sollicité de La Poste pour avoir le droit de stationner nos véhicules de police sur ce parking. La Poste a répondu favorablement à notre demande.
en nous permettant de louer 3 places de parking numérotées 1, 2 et 3 afin que nous puissions garer nos véhicules et nos motos sérigraphiées police municipale. Le montant du loyer est de 0 en contrepartie des travaux qui ont été effectués sur le bâtiment, puisqu'une petite partie du bandeau appartient à la poste et le montant des charges sera à 0. Ce bail est conclu pour une durée de 3 ans et nous soumettons donc au vote la signature de cette convention avec la société La Poste pour ces 3 places de parking. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci. Pas de questions. Je vous propose donc de passer au vote. Qui s'abstient qui est contre, pardon. Qui s'abstient. Vote à l'unanimité, merci beaucoup. Nous, avant de passer aux questions diverses des groupes minoritaires, nous vous présentons les comptes rendus de décision du maire, prises par délégation, que vous m'avez attribué. Donc des demandes de financement, on l'a dit, de DETR sur le passage à l'aide. Monsieur Bergonnier vous a parlé du poste de police municipale. Vous avez dû voir, pour ceux qui vont à la poste ou au centre-ville, qu'il y a des travaux et le déménagement est en cours actuellement. Donc beaucoup de décisions sur des lots, puisque nous avons alloti, nous avons décidé de ne pas faire un marché global, mais de pouvoir allotir pour bien mettre les entreprises d'isolation, de menuiserie, de seconde œuvre en concurrence, et vraiment de faire marcher la concurrence, parce que effectivement, vous le savez, il y a un peu aussi une crise économique en ce moment, les entreprises ont besoin de travailler, et ça permet de ne pas avoir des têtes de pont avec des grosses multinationales qui prennent le marché et qui sous-traitent derrière, mais de pouvoir vraiment converser avec des entreprises PME locales, et on le voit, plutôt d'ailleurs des PME tarnaises, des sociétés qui sont basées à Saint-Sulpice, au Séquestre, à Gaillac ou bien à Rabastens. Ensuite, d'autres décisions sur des attributions de concessions sur des terrains à bâtir au cimetière communal. Ça, c'est du traditionnel pour le maire que je suis. Et enfin, des demandes de financement, puisque le poste de police municipale est en construction, vous le voyez. Donc quelques avenants aussi sur la démolition, sur l'électricité également. Et donc une demande de financement au titre du groupement d'appel à manifestation d'intérêt de la région, qui s'appelle La Région vous protège. Et donc la région Occitanie a lancé un appel à candidature. Et donc puisqu'on rénove notre poste de police municipale, on est en plein dans l'éligibilité pour le montant total donc de ce poste ancien trésor public transformé en poste municipal de 265 000 €, donc police en cœur de ville. Les tarifs communaux modifiés, et je crois que c'est tout. Avez-vous des questions avant les questions diverses? Madame Drabec donc pose une question très intéressante sur, à partir de 60 ans, Madame Drabec dit on s'intéresse aux questions de cimetière, et donc elle pose la question, qu'est-ce qu'une cavurne? À la différence d'une place de cimetière. Donc Monsieur Capu va prendre la réponse. Ou Madame Malem, comme vous voulez. Voilà, c'est la partie triangulaire. Et la caverne, c'est la partie que vous voyez carrée au sol avec une plaque. Voilà. Voilà. Donc vous avez le choix de votre future maison. Je propose donc pour le prochain conseil municipal qu'on mette dans les points divers la présentation aux élus des différentes possibilités pour le cimetière.
Non, non, Il y a- mais, oui, oui. mais au moins tous les élus seront C'est- éclairés, vous pourrez éclairer les citoyens. C'est une question, pardon, c'est une question très importante, c'est le tarif aussi. Parce que ce n'est plus de la perpétuité, il faut savoir. Voilà, donc... et Donc, je vous propose les services qu'on fasse au point divers du prochain conseil municipal, juste un petit présentation aux élus sur les différents tarifs et puis les différents modes qui existent avec les définitions. Oui. Comme ça, au moins, ça permettra aux élus de donner l'information, de passer l'information aux citoyens. Et en plus, on l'aura en présentation au conseil municipal. Merci Madame Drabec. Nous terminons ce conseil municipal par les questions diverses et nous avons 2 questions de la part du groupe minoritaire Saint-Sulpice Active et Citoyenne, relayant plutôt des demandes de riverains. Donc la question numéro 1, c'est à la demande d'un habitant du quartier Vacquerial. Nous souhaiterions savoir à quelle fréquence sont nettoyés les avaloirs du réseau pluvial et si le programme d'intervention est communicable aux habitants. Avaloirs, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les grilles qu'on voit, vous savez, dans les interstices de trottoirs et qui en fait prennent l'eau pluviale de la route. C'est une question pour l'adjoint aux travaux, Monsieur Capu, je vous laisse répondre. Une question simple, je vais répondre à une réponse simple. Les avaloirs, que ce soit au Vacquerial ou ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas trop de maintenance. On faisait du coup par coup. Tout à l'heure, vous avez vu qu'on a fait une DSP assainissement et pluvial. À partir du 1er juillet, on va avoir un contrat avec l'entreprise qui passeront fréquemment. Donc pendant les 2 premières années, on va avoir un travail accru, ils vont avoir un travail accru pour pouvoir remettre à niveau. Donc certains seront faits de suite parce qu'on les aura classés par ordre de nécessité et d'autres iront dans le temps. Voilà. Et je suis assez précis, sinon vous me posez d'autres questions. C'est assez précis. Après, la demande, c'était aussi de savoir si les plages d'intervention peuvent être communiquées, je ne sais pas, via le site de la mairie, par exemple, de telle date à telle date, c'est tel secteur, ou quand le programme va être défini avec Suez, oui. Voilà, si on peut en avoir connaissance pour informer éventuellement les gens qui nous le demanderaient. Tout à fait, je ne vois pas pourquoi on ne communiquerait pas. On passe au Vacquerial entre telle date et telle date. Par contre, pour ces genres d'opérations aussi, si vous voyez une urgence, il y a une application qui s'appelle Applivie, et qui marche pas mal aujourd'hui. Je vois pas mal de sorties tous les jours. Voilà, monsieur le maire la montre. Et ça permet aussi que nous, on soit en direct. Je ne sais pas que je veux que les élus, on soit... mais c'est plus simple parce que nous, on les rentre directement dans le planning. Et on les communiquera à notre prestataire. Voilà les questions? Non, c'est bon. Merci. Deuxième question, toujours du groupe minoritaire Saint-Sulpice Active et Citoyenne. À la demande d'un riverain du chemin du Puech, nous souhaiterions savoir si une intervention de pointe-à-temps, donc c'est un terme technique, le pointe-à-temps, ce sont la manière en fait de boucher les trous dans la route est prévue sur ce chemin suite au marquage de plusieurs trous présents sur la voirie. Il nous signale que tous les trous n'ont pas été repérés selon ce riverain. Là encore une fois, je vais laisser, c'est des questions de travaux, je vais laisser la parole à monsieur l'adjoint aux travaux, Bernard Capu. Merci, je réponds tout à fait à cette question. Sur le chemin du Puech, je suis passé ce matin avec notre surveillant de travaux, parce que quand j'ai eu la connaissance de cette question, j'ai dit aïe, il y a une question. Donc c'est vrai qu'il y a du marquage qui a été fait. Vous avez vu peut-être, vous, dans certains quartiers, qu'il y a eu du marquage. On l'a fait parce qu'on va faire du pointe-à-temps, de la réhabilitation de route. Donc on a fait, on va écrire un marché parce que ça représente beaucoup. D'après les premiers devis, on est à 250 000 €. Monsieur le maire, je vous fais peur, mais je sais. Mais donc on va en faire parce qu'on n'a pas peut-être tous les moyens à faire. Dans le chemin du Puech, on a fait de l'enrobé à froid pour l'instant. On va sécuriser les routes, hein. Ça c'est sûr. Du pointe-à-temps, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que ça demande aussi, c'est une méthode, comme on l'a dit, on passe avec une goudronneuse, on met de l'émulsion et on met du gravillon. Ça a un coût. Aujourd'hui, nous, au service où je suis, on se donne de faire mettre en sécurité. Voilà.
s'il y a des trous, on nous les signale, on y va. C'est vrai que je pense que sur le chemin du Puech, j'y suis passé, je les ai vus bouchés. Donc s'il y a des marquages, je vous dis, il y a des marquages qui sont faits pour faire des études. Ce ne sont pas des marquages qui, notamment quand on rentre par certains chemins, on voit des croix, des flèches et on voit des numéros. C'est pour faire le quantitatif des travaux qu'on envisage. Après, bon, vous le savez tous, on en a déjà longuement débattu en conseil municipal. Les voiries sont le sujet principal de Saint-Sulpice. Maxime Coupet avait un jour débattu avec Sylvain Pugnan sur le linéaire, je crois, de tête comme ça, hein, je vais peut-être dire une bêtise, mais 64 km de voirie propriété municipale. Beaucoup de déplacements de voitures dans une ville qui a été construite dans le tout voiture. Donc charge à nous aussi, vous le voyez par les travaux qu'on est en train de réaliser, notamment par exemple sur l'avenue du Capitaine Beaumont ou bien sur la route de Lavore. À chaque fois, nous intégrons des pistes cyclables et vraiment un espace complètement décalé entre la voirie urbaine pure et dure du roulage et de la bande roulante véhicule, d'une partie beaucoup plus sécure sur la partie piéton et voie douce. Mais cependant, la plupart des routes, vous donnez un peu les comptages, hein. Aujourd'hui sur les terres noires, c'est 8000 véhicules jour, sur l'avenue des terres noires, 8000 véhicules jour. Sur la route de Lavore, parce que nous avons pu faire les travaux, et nous les avons fait parce que justement le flux est passé de 6000 véhicules jour à 3000 véhicules jour. On a divisé par deux la route de Lavore, ce qui nous permet de nous engager dans les travaux. Cependant, nous avons des points noirs. Le chemin du Puech est évalué comme un point noir, le chemin des Pesquères est évalué comme un point noir, comme l'était d'ailleurs le chemin du camping il y a encore un an, où on a refait plus d'1 kilomètre de voirie. 1 kilomètre de voirie, c'est 150 000 € sur le budget communal sur l'année. Et on a le chemin de la Monge par exemple, on a le chemin d'Ambruisset, mais ça c'est des réponses par exemple que j'ai données en début d'année lorsque j'ai fait un Facebook Live et les questions m'avaient été posées par des citoyens. Donc encore une fois, hein, inviter les citoyens à participer. Il y a des réunions publiques, inviter les citoyens à participer. Il y a des Facebook Live, invités à participer. Il y a des points de conseil municipal. Regardez les chaises aujourd'hui, ce soir, elles sont vides. Les citoyens ne viennent que quand ils ont des problèmes et ils viennent trouver le maire ou les élus que quand il y a des problèmes. Par contre, s'intéresser à la ville, s'ouvrir aux enquêtes publiques, débattre, c'est un peu moins réel. Et je pense que le Facebook Live, je l'avais dit, j'ai dit on ne fera pas le chemin d'Ambruisset. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on a le concessionnaire qui s'appelle le syndicat de la Montagne Noire, qui doit passer une conduite d'eau, la conduite principale qui alimente toute la ville. Donc on ne va pas refaire le chemin d'Ambruisset sur 2024 ni sur 2025 parce qu'on sait qu'on va avoir une déstructuration de réseau. L'avenue des Terres Noires, c'est la même chose. Vous avez voté tout à l'heure pour Suez. Il y a plus de 1,5 à 2 millions d'euros de travaux de canalisation souterraine sur les terres noires. On va complètement déstructurer toutes les terres noires. Une année sur une voirie, l'autre année sur l'autre voirie, ce qui va amener tout son lot de mécontentement citoyen, puisque comme on a fait les travaux sur la route de Lavore, ça sera les terres noires en temps et en heure dès l'année prochaine. Et chemin de la Monge, pareil, nous ne refaisons pas le chemin de la Monge parce qu'on sait que Terrega va complètement démolir, déstructurer tout le chemin de la Monge sur toute sa longueur. Et tous ces sujets-là font qu'on a une planification de programmation de travaux que les concessionnaires nous donnent chaque année. Et ensuite, il y a des sujets où on avance un peu moins vite. C'est l'exemple du chemin des Pesquères, où j'ai écrit un courrier cette semaine aux citoyens en disant « Ça fait juste quand même 3 ans qu'on vous demande de nous vendre à l'euro symbolique les 50 cm de terre pour qu'on puisse recalibrer le chemin des Pesquères et le refaire. » Sauf qu'en fait, Maxime Coupet m'a dit sur la trentaine de propriétaires, aujourd'hui il n'y en a que 3 avec qui on est passé en acte notarié, les autres ne se bougent pas. Donc rendez-vous dans 15 ans, hein, quand les gens auront marre de passer dans les trous, et ben, peut-être qu'ils se bougeront un peu plus. Et là encore une fois, c'est le citoyen qui ne devient pas un citoyen consommateur, mais un citoyen acteur de sa ville. Et c'est pas acteur de sa ville que quand il y a des crottes de pigeons devant sa porte d'entrée. Voilà, c'est citoyen de sa ville dans tous les sujets de la ville. Nadia Oudalmer le disait, c'est aussi dans le monde associatif, mais aussi dans le débat public. Et aussi, on a le dernier sujet qui est un vrai point noir, c'est le chemin du Puech. Parce que là, le chemin du Puech, et ça c'est
la volonté que l'adjoint à l'urbanisme a pris quand Maxime Coupet et l'ensemble de l'équipe majoritaire a retiré 30 hectares urbanisables sur des terrains agricoles et des terrains naturels ici, et on a été les seuls à voter, l'opposition avait voté contre, où on a retiré 30 hectares de terre justement pour rendre non constructibles des terres par exemple qui sont agricoles de l'autre côté de la RD 88 sur ce qu'on appelle la plaine des Bordes. C'est des terres retirées sur le chemin justement du Puech, parce qu'il y avait des propriétaires agriculteurs terriens, alors qui sont agriculteurs mais qui sont aussi plus souvent aménageurs lotisseurs qu'agriculteurs dorénavant, et qui en fait aménageaient, achetaient, construisaient à 1,8 km du centre-ville. Voilà. C'est le quartier où vit Nadia Ould-Almer ou Hanan Mahalem, qui se sont construits en dépit du bon sens. Alors je suis heureux pour vous parce que vous y habitez, mais il y a 2000 habitants qui sont complètement déconnectés de la ville, qui habitent route de Roqueserrière. 2000 habitants sur les 10 000. Et aujourd'hui, ces gens-là viennent me trouver avec des collectifs, des manifestations ou bien des pétitions en disant « Monsieur le maire, on habite à 1,4 km du centre-ville, qu'est-ce que vous faites? Il nous faut des trottoirs, quoi. » Ben voilà, c'est ça la construction d'une ville qui n'a pas été prévue, planifiée, organisée pendant 30 ans. C'est pour ça que je disais le tout voiture. Elle a été organisée, cette ville, sur le tout voiture pendant 30 ans. Et petit à petit, on est en train, justement, en retirant 30 hectares de terre, en reconstruisant sur le cœur de ville, en faisant l'arçonnerie française, en disant là, on va construire 100 à 150 logements dans le cœur de ville pour que les gens posent leur voiture et puis se déplacent à pied, en poussette, en vélo, en trottinette sur des mobilités douces. Ben c'est ça la vision de notre équipe municipale. J'en suis très fier. Et effectivement, quelquefois, on a des difficultés sur des citoyens qui vivent dans des quartiers très éloignés où effectivement, on leur a dit, on leur a écrit en disant non, ce n'est pas prioritaire. Le pourtour de la ville n'est pas prioritaire parce qu'on a déjà des voiries qu'on comptabilise qui sont beaucoup plus prioritaires. C'est le cas des travaux de la route de Lavore, c'est le cas de la rue du Capitaine Beaumont, où là encore une fois, Maxime Coupet, adjoint à l'urbanisme, avait pris cet engagement auprès des citoyens, parce que les citoyens avaient pris une surtaxe, qu'on appelle la taxe d'aménagement. Les gens avaient été surtaxés parce que nos prédécesseurs avaient promis un aménagement routier. Cependant, j'avais rencontré les parents d'élèves, j'avais rencontré ses parents, papa, maman, qui disaient tous les matins, on quitte le quartier Capitaine Beaumont pour aller emmener nos enfants à Henri Matisse, et en fait, on marche sur une route quand la nuit... le matin très tôt, l'hiver, il fait nuit, on marche, monsieur le maire, sur la route. Et à côté, il y a un fossé, il n'y a pas de trottoir. Ben, aujourd'hui, si vous y passez, c'est pas encore tout à fait terminé, ça sera terminé d'ici cet été, mais on a investi 1,5 million d'euros justement pour sécuriser les déplacements en direction de la plaine des sports, pour sécuriser les parents, mais également les enfants, que les parents soient rassurés que leurs enfants puissent aller sur des pistes sécures, complètement déconnectées de la bande roulante et connectées justement à l'école Matisse. Aujourd'hui, on pourra aller de ce quartier en trottoir, sans jamais quitter le trottoir, directement à l'école Matisse tous les matins. C'est 1,5 million d'euros, c'est 1,5 million d'euros sur la route de Lavore. Et effectivement, on aurait pu prendre ces enveloppes pour saupoudrer. Chemin du Puech, chemin de la Monge, ici ou là, etc. pour faire des comptants devant leur pas de porte. On a fait le choix de prioriser, ça c'est... toute équipe municipale doit faire des arbitrages, et l'arbitrage qu'on a fait, c'était déjà de résoudre les problématiques sur les voies structurantes, notamment la route de Lavore et Capitaine Beaumont. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de voitures qui passent, je le disais, mais aussi parce qu'on a les voies de bus, les bus Lio, le Sulpicien, etc., etc. Le Sulpicien ne passe pas au chemin du Puech, donc c'est pour ça qu'il avait été seulement traité en ce qu'on appelle en urgence, c'est-à-dire qu'on fait juste du rebouchage de trous au juste nécessaire quand il y a besoin. Bernard Capu l'a quand même dit, nous avons dédié une enveloppe de travaux de 100 000 euros cette année sur du fonctionnement, c'est-à-dire de la réparation de voirie. Cependant, Bernard Capu est en train de me présenter 250 000 euros de devis et de travaux d'urgence. Donc là, encore une fois, 250 000 euros ne rentrera pas dans 100 000 euros. Et donc le pied aujourd'hui est plus grand que la chaussure, il va falloir que le pied rentre dans la chaussure. Et donc il va falloir faire des choix. C'est toute la nature d'un arbitrage municipal quand on est élu. C'est ce qu'on fait tous les jours au quotidien, arbitrer dans l'intérêt général et dans l'intérêt public. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour ce conseil municipal. Rendez-vous le 27 juin pour le conseil municipal spécial finance. Donc prévoyez du grignotage car ça va durer très longtemps. Mais le jour
est très tardif au mois de juin. Et deuxième conseil municipal, pour pas que vous partiez en vacances trop tôt, vous décaliez vos vacances si vous aviez pris des vacances début juillet, le 11 juillet, c'est sympa, conseil municipal, et puis ensuite festivité du 13 juillet au feu d'artifice, le soir, vous serez tous invités. Et dernier point, monsieur Coupet me susurre à l'oreille deux petits drapeaux qui sont présents sur la salle spénale au-dessus de monsieur Filion et au-dessus de Bernadette Marc, qui sont des drapeaux étoilés bleus. Et oui, chers élus, pensez-le aussi, le 9 juin, il y a des élections européennes, je compte sur vous, sur votre présence, pour tenir les bureaux de vote, l'ensemble des groupes minoritaires également, faites marcher vos amis, vos familles, vos cousins, vos tatis et vos totons, pour tenir les bureaux de vote et nous aider surtout le soir à dépouiller ces bureaux de vote, parce qu'on sait que les élections européennes ne drainent pas beaucoup d'intérêt en ce moment. Pour avoir fait la tournée avec Nathalie Marchand dans les écoles, effectivement, aucun des jeunes aujourd'hui de notre commune, ou très peu de jeunes de notre commune, ne savait qu'il y avait les élections européennes. Donc charge à vous de faire passer les informations, comme les cavernes pour Madame Darabel. Madame Beau, n'hésitez pas à me parler à Monsieur Brosset. Si Monsieur Brosset est là le 9 juin. Bonne soirée à tous.